Joindre au fur et à mesure. Bienvenue sur ce webinaire donc qui est organisé dans le cadre de la quinzaine de la session qui est portée par la CPME des Pays de la Loire et bien entendu les CPME territoriales. Tout ça, c'est dans le cadre d'un plan de sensibilisation et d'accompagnement des cédants ligériens que nous portons avec le Conseil régional depuis 2017-2018. Et dans le cadre de cette quinzaine de la session, donc vous avez pu participer sur vos territoires à des permanences ou à des rendez-vous individualisés, des ateliers, des visites d'entreprise, des jeunes experts. En fait, en fonction des habitudes territoriales, vous avez pu bénéficier des supports de nos ateliers classiques. Alors aujourd'hui, dans la continuité de cette semaine, on est plutôt sur des formats digitaux avec un webinaire qui va être consacré principalement à la transmission sur un mode scope. Voilà, parmi les différents supports de transmission, la transmission interne, la transmission familiale, la transmission externe, voilà, on a décidé de mettre un gros coup de curseur sur ce format-là. Et on remercie beaucoup Loïc Julien qui va être notre intervenant. Tu te présenteras dans quelques instants. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un petit temps spécifique. Il va dérouler son support que vous pourrez récupérer dans la continuité. On est environ sur une trentaine de minutes de présentation. Et puis en fonction, on prendra toutes vos questions. Si nécessaire, on se mettra tous en visio si on reste sur un format un petit peu qualitatif, pas trop nombreux. Et puis on terminera pas ce webinaire sans avoir pris toutes les questions que vous pourriez avoir. Idéalement, on vous propose de les mettre dans le chat. Et puis on va laisser Loïc dérouler et on prendra toutes les questions ensuite, sachant que pour les premières, j'en aurai très probablement quelques-unes déjà, histoire de lancer les débats. Sans plus tarder, Loïc, on te laisse la main. Tu as la main sur le support PowerPoint. Je vous propose à tous de supprimer pour l'instant les vidéos. Ça sera bien pour les bandes passantes de tous. Et puis, on reprend les vidéos tout à l'heure sur la deuxième partie de ce webinaire qui sera plutôt sur un mode échange. Loïc, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Jean-Joseph, et ravi d'être parmi vous ce matin. Donc, je me présente, Loïc Julien, directeur de l'Union régionale des SCOP et SIC de l'Ouest. Alors, je suis le redirecteur d'une structure qui compte 25 salariés. Nous sommes une structure associative avec également à nos côtés 29 élus du territoire, un territoire qui couvre aujourd'hui 3 régions administratives. Les Pays de Loire, bien évidemment, la Bretagne et la Normandie. Et sur l'ensemble de ces 3 régions, nous comptons à ce jour 543 adhérents, sociétés coopératives, donc SCOP ou SIC, qui représentent un peu plus de 15 000 emplois coopératifs hors filiales. Si on y adjoint les filiales, on passe allègrement les 17 000 emplois au total. Sachant que les Pays de Loire pèsent sur l'ensemble 35% de ces adhérents que je viens de citer, et en emploi, la moitié des emplois sont situés sur la région des Pays de Loire. Alors, effectivement, comme l'introduisait Jean-Joseph, aujourd'hui, on vous propose de faire une focale sur une transmission interne qui est particulière, celle possible en SCOP, donc en société coopérative et participative. Et pour cela, je vous propose de partager durant une vingtaine de minutes quelques éléments de repères clés qui nous amèneront, je l'espère, à pouvoir échanger derrière sur les questions que vous auriez le souhait d'approfondir. Et cette présentation, je vais l'organiser autour de 5 points clés. Pourquoi transmettre à ses salariés? C'est une question de départ importante lorsqu'on se trouve être cédant et lorsqu'on commence effectivement à poser ces considérations-là. De voir ensemble également, et de par l'expérience que l'on possède, qui est assez longue aujourd'hui, hein, avec 60 ans d'existence en tant que structure d'accompagnement du réseau des SCOP en France, dans l'Ouest en particulier, quelles sont les conditions d'une réussite, d'une transmission réussie en SCOP. Au passage, se reposer la question de ce qu'est une SCOP, pour reposer les fondamentaux. Le rôle décisif des experts comptables, alors experts comptables et conseils au sens large, à vrai dire, avocats, etc. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un élément essentiel et une des conditions de réussite aussi de la transmission en SCOP. Et enfin, on terminera par un détour sur deux exemples concrets, avec à l'appui une petite vidéo de quelques minutes à vous partager, et puis d'un dossier en cours
On est en train d'accompagner sur les Pays de Loire. Alors, pourquoi transmettre à ses salariés? Eh bien, parce que simplement penser, organiser la transmission de son entreprise, c'est probablement une des décisions les plus importantes d'une vie professionnelle, souvent très, très riche et bien remplie. Ce que l'on invite à faire lorsqu'on rencontre des cédants qui imaginent pouvoir transmettre à un moment donné à leurs salariés, c'est de savoir soi-même pouvoir répondre à cette première question, quel est l'objectif de ce projet de transmission? Et puis assez vite de se dire en fait quelles sont les 3 questions auxquelles vous devez répondre pour mener ce projet à bien. Donc en fait, euh, là où je voudrais beaucoup insister, c'est que le point de départ de tout cela, c'est de renvoyer aux cédants la capacité de se poser les bonnes questions et de commencer à pouvoir y répondre pour commencer à cheminer sur quelque chose enfin, une démarche structurée et structurante. Qui nous amène en fait à pouvoir aussi partager ce que nous on qualifie être les conditions de réussite d'une transmission en scope. Donc la première d'entre elles, en rebond avec ce que je viens pardon, de préciser, c'est d'être soi-même en tant que cédant au clair avec ses propres intentions, que ce soit sur le calendrier, sur la nature de la transmission. Jean-Joseph l'a rappelé en introduction, il existe aujourd'hui plusieurs formes de transmission possibles de son entreprise. Et donc, la scope est l'une de ces options, d'accord, parmi, encore une fois, d'autres options possibles. Donc, savoir être très au clair sur ses intentions, c'est aussi donc le calendrier, à savoir en fait quand le cédant compte se retirer du projet ou pas, dans quelles conditions, et puis arriver aussi à se projeter sur ce que l'on peut associer autour de l'enjeu de la pérennité du projet. Parce que bien souvent, en fait, un cédant ou des cédants ont pour objectif premier de pouvoir pérenniser le projet et le voir continuer à exister après eux, et donc d'être au clair sur ses intentions. Deuxième condition importante à nos yeux, c'est d'être aussi très bon, excellent même sur la communication interne et externe. Alors vis-à-vis du groupe de salariés potentiellement repreneurs, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis de l'externe, savoir l'ensemble de ces parties prenantes, hein, parmi lesquelles on retrouve ses clients, fournisseurs, ses conseils et autres parties prenantes divers et variés. Ça, c'est un élément aussi déterminant parce que à partir du moment en fait, où on est au clair sur ses intentions, on a derrière aussi tout de suite la vocation à faire en fait, un travail de communication de bon niveau en interne et en externe, ça c'est déterminant. L'autre aspect, lorsqu'on parle de transmission en scope, donc on a deux parties prenantes, à savoir le cédant et puis par ailleurs les repreneurs que sont les salariés. Et pour ça, il faut que les salariés soient potentiellement repreneurs, soient au rendez-vous des enjeux posés également. Et donc ça se prépare bien évidemment. C'est pas que de la communication, c'est aussi de la pédagogie, de la formation en amont avant de penser la transformation. Donc, pour que aussi les salariés mesurent bien dans quoi ils s'embarquent et quels sont en fait derrière, quels sont les droits et les obligations auxquels ils vont être amenés à être confrontés à l'avenir. Et puis, alors là, j'enfonce probablement une porte ouverte, mais se faire accompagner dans une approche systémique, parce qu'en fait, la transmission d'une entreprise, comme vous le savez, ça va chercher des considérations autour d'éléments de pérennité du projet, en fait, mais dans tout ce qu'il contient dans sa globalité, lié au marché sur lequel on se trouve être positionné, le fait de continuer à capitaliser sur les atouts et les forces de l'entreprise, mais aussi être en capacité de bien repenser ses faiblesses, éventuellement Loïc, les menaces marché. est-ce que je peux juste si tu peux faire suivre les slides en fonction des éléments où tu te retrouves? Parce qu'aujourd'hui, on est toujours sur la slide 1. Alors moi, je suis passé sur les conditions d'une transmission réussie. Vu que c'est toi qui as la main et que tu présentes, est-ce que tu veux bien passer tes slides en fonction? Ça ne te dérange pas? Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je fais, Jean-Joseph. Enfin, je suis rendu à la slide 4, j'espère que tout le monde l'a à l'écran, qui s'intitule Les conditions d'une transmission réussie. C'est ce que vous avez à l'écran ou pas, Jean-Joseph? A priori, oui. Enfin, Non,
Perso, moi, je suis restée sur transmettre en scope la page d'accueil. Ah, donc, ok. Alors, moi, je suis rendu à la slide de 4, du coup. Si je peux me permettre, Dominique Leroy, bonjour. Je suis là. Mais il y a un petit curseur sur le côté, vous pouvez passer les diapositives. Moi, je suis rendue à la 2, je peux passer à la 3. Merci, Dominique. Tu reprends la main. Normalement, j'ai mis la slide 4 pour tout le monde. D'accord. Donc, Et- j'étais à terminer la slide 4, en fait. Hein. Bon, alors, je te mets la 5 et puis on te laisse la main après. C'est parti. Bon, ok. Merci. Donc, normalement, vous avez tous une slide avec beaucoup d'éléments sur Oui, un voilà, espèce de exactement. montage. Donc, voilà. Qui est un schéma assez complet sur lequel on pourra revenir d'ailleurs dans les questionnements. Et c'est juste pour vous illustrer en fait ce que je vous évoquais précédemment sur le principe de se faire bien accompagner d'une manière systémique. Et quand je dis donc pour illustrer ça, en fait, on va bien évidemment passer par une première phase qui est celle du diagnostic du projet qui mène systématiquement à pouvoir déboucher sur une lettre d'intention des cédants. Donc, ça reprend cette idée fondamentale d'être au clair sur ses intentions. Et ensuite, on rentre très vite dans un processus de mobilisation des salariés, d'accord? Parce que comme je l'ai dit précédemment, il faut qu'ils soient au rendez-vous, mais pour cela, en fait, il faut qu'ils soient informés des enjeux, qu'ils soient formés aussi sur ce que ça va changer probablement dans leur quotidien de salariés, futurs associés de la coopérative, et tout ça dans une démarche participative. Et pour terminer le schéma global d'accompagnement, eh bien, on va regarder les aspects liés au montage juridique de la structure. Le montage financier, bien évidemment, c'est quelque chose de central. Et puis, tout ce qui a trait au projet coopératif, en faisant également un détour important autour des considérations de gouvernance de la structure. Donc, là, l'idée, ce n'est pas de partager en détail ce schéma-là. Sachez que du coup, ça répond à un processus cadré. Nous sommes en capacité d'accompagner. Donc, ça relève de ce que je soulignais tout à l'heure, de cette importance de se faire accompagner de manière systémique dans le cadre d'un projet de transformation en scope. Alors, pour ce qui concerne la question, donc je suis rendu à la slide 6. Qu'est-ce qu'une scope? Alors, déjà, de se dire qu'une entreprise coopérative, société coopérative, c'est une société commerciale, d'accord, donc qui répond du droit commercial commun, sous forme SARL, SAS ou SA, d'accord, et en fait, il faut pouvoir, à minima, regrouper 2 associés salariés au minimum pour constituer une société coopérative. Ça, c'est un point de départ. Autre point clé, slide 7. Sur le plan du capital minimum à réunir, 30 euros en SARL et en SAS, 18 500 euros en SA. Nombre d'associés salariés minimum, je l'ai dit précédemment. Il est important aussi de souligner que sur le plan du risque pris par les associés salariés, il se limite à l'apport en capital, d'accord, et rien d'autre, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est quand même déjà pas mal. Et puis que ça peut concerner tout type d'activité commerciale. À ce jour, lorsqu'on regarde en fait nos 543 adhérents, on en a quasiment dans chaque domaine d'activité, avec deux secteurs traditionnels que sont le secteur du BTP, on pourrait y revenir, et puis l'industrie, et une poussée forte également des métiers du service au sens large, service à l'entreprise d'une manière large. Sur les spécificités coopératives, la slide 8, donc première spécificité, c'est que l'entreprise appartient majoritairement à ses salariés, d'accord, que l'entreprise fonctionne sur une gestion démocratique de la gouvernance, avec le principe d'un dirigeant élu par les membres de la coopérative, et donc de se rappeler aussi qu'à ce stade, le dirigeant a le statut de salarié. Donc ça, c'est une des particularités aussi de la coopérative. Troisième singularité, lorsqu'on regarde le fonctionnement de la répartition des excédents nets de gestion, on a des mécanismes en fait qui permettent de préserver la durabilité du modèle, donc en mettant un certain nombre de ces résultats en réserve qu'on qualifie d'impartageables. On a ensuite un principe également de mise en participation de ces résultats. Donc là, ça a vocation à
à nourrir en fait tout ce qui relève du travail. Et puis, on a une troisième partie de répartition de ce résultat qui est à destination des associés sous forme de dividendes ou d'intérêt aux parts sociales. Voilà, on parle plus couramment de dividendes, ça parle davantage. Et puis, quatrième spécificité, c'est que ce patrimoine collectif constitué, il est impartageable et qu'il a vocation à être transmis à une future génération. Et là, en fait, on met le doigt sur un point fondamental, celle liée en fait à la propriété de l'entreprise. Donc, cette propriété, ce patrimoine-là, il est collectif et a pour vocation à être transmise à une génération de salariés associés qui vient derrière, en fait. D'accord? Et donc, par nature, l'entreprise ne peut pas être revendue. Et ce qu'on dit assez souvent, en fait, c'est que ces emplois localisés sur les territoires seront non délocalisables par nature, puisque les sièges sociaux se trouvent être également sur le territoire d'implantation de l'entreprise. Slide 9, pour reprendre chacun de ces points un peu plus en détail. Donc, l'entreprise appartient majoritairement à ses salariés. Ça signifie que sur le plan du droit de vote, ils sont détenteurs à minima de 65% des droits de vote. Et sur le plan de la détention du capital, ils détiennent 50% minimum des parts sociales de l'entreprise. De par l'expérience du sociétariat en scope, on atteint aujourd'hui des pourcentages assez hauts en fait, de taux de sociétariat, parce qu'on est à 85% à 2 ans. Lorsqu'on étudie les stats des coopératives que l'on a aujourd'hui, qu'on accompagne. Donc, c'est quand même un taux assez élevé de participation des salariés au sociétariat, de manière générale. Le principe, en fait, d'une gestion démocratique, donc étant le deuxième pilier que j'ai pu évoquer tout à l'heure, avec un principe aussi qu'il faut bien comprendre, c'est le principe d'une personne ou un associé égale une voix. Et c'est complètement déconnecté du nombre de parts qu'on peut détenir au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un des fondements importants à comprendre, c'est-à-dire que lorsque les associés sont convoqués en assemblée générale, quel que soit le nombre de parts qu'ils détiennent au sein de la coopérative, chacun est porteur d'une voix au sein de l'assemblée générale. Et donc l'assemblée générale a pour vocation de pouvoir, notamment, parmi les sujets qui sont traités assez classiquement, admettre de nouveaux associés, salariés ou voire extérieurs, de pouvoir approuver les comptes, bien évidemment, qui sont présentés, statuer aussi et voter sur la répartition du résultat selon le principe sur lequel je reviendrai un peu tout à l'heure, de voter aussi les orientations stratégiques de l'entreprise et puis également d'élire les dirigeants qui sont, dans la majorité des cas, en fait, mandatés sur des durées de 4 ans à 6 ans. Pour ce qui relève de la répartition du résultat, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, il y a trois grands principes. Donc une mise en réserve à minimum à hauteur de 16% des résultats constitués chaque année. Une part travail, donc la réserve spéciale de participation à minima à hauteur de 25% des résultats dégagés chaque année. Et enfin, la part liée aux dividendes. On appelle ça aussi en scope l'intérêt aux parts sociales, qui peut, être maximum de 30% des résultats dégagés chaque année. Donc là, on parle bien d'un maxi. En réalité, lorsqu'on regarde les pratiques de nos coopératives, il est assez courant qu'on retrouve une répartition des résultats annuels à hauteur de 45% mise en réserve, 45% mise en participation et 10% en dividendes. Donc ça, c'est ce chiffre que je viens de vous livrer, enfin, ces trois chiffres que je viens de vous livrer, c'est issu de notre retour d'expérience et des pratiques de coopératives actuelles. Quatrième point, effectivement, donc je l'ai précisé tout à l'heure, donc je suis rendu, pour ceux qui suivent en déroulant le support à la slide numéro 12, un patrimoine collectif et impartageable. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la singularité de la SCOP, c'est cette relation à la propriété, en fait, donc qui a pour vocation, en fait, à se constituer de manière collective. Donc là, je reconstitue à l'écran brièvement le bilan d'une SCOP, en fait, qui en fait, reprend finalement les points assez courants d'une société commerciale, en fait, finalement.
avec une particularité, c'est donc la constitution des réserves impartageables, hein, donc, qui viennent se loger dans les fonds propres de l'entreprise, donc aux côtés du capital social de l'entreprise. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est, je pense, aujourd'hui quelque chose que le monde financier, le monde bancaire regarde en priorité, regardera de plus en plus à l'avenir, c'est la solidité des fonds propres d'une société commerciale, et en particulier d'une SCOP, lorsqu'on parle d'une SCOP. Et donc, sachez que du coup, aujourd'hui, en fait, dans le modèle coopératif des SCOP, ces fonds propres sont en grande partie composés donc, du capital social posé par l'apport des salariés associés et surtout aussi des réserves constituées avec le temps. Et ce qui me fait dire aussi que le modèle est très résilient dans le sens où on vient d'essuyer une nouvelle crise là, ces trois dernières années avec la crise de la Covid, mais on en a connu d'autres dans le passé, hein, je pense notamment à la crise des subprimes en 2008. Eh bien, en fait, à chaque fois, on fait le constat que nos coopératives, les SCOP, en fait, sont des modèles vraiment très résilients parce qu'elles sont capables d'encaisser 2, 3, 4, voire même 4 exercices un peu difficiles parce qu'elles ont su constituer en fait des réserves avec le temps ce qui constitue en fait une sorte d'amortisseur lorsque le vent est moins porteur, et ce qui est le cas en fait notamment voilà, en ce moment hein, pour certaines des coopératives qu'on accompagne, avec les mêmes raisons que tout ce qui peut être invoqué hein, autour de l'augmentation de l'inflation des matières premières, difficulté à pénétrer certains marchés, ou voilà, ou des changements aussi de pratiques hein, au niveau des marchés. Voilà, si je prends l'exemple des produits bio, par exemple, il y a un vrai impact notamment sur le comportement du consommateur pour les structures qui sont en B2C, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un élément important à comprendre par rapport à la constitution du patrimoine collectif, donc qui est impartageable et qui a vocation donc, à se transmettre à une future génération qui vient derrière de salariés associés. Donc, ce que je veux aussi souligner, c'est que la nature du capital est par nature variable, avec l'entrée et sortie en fait, des salariés associés. Donc, ce capital est qualifié de variable parce que, bien évidemment, il y a des fluctuations au sein de la coopérative. Tout l'enjeu consiste quand même à conserver en fait un très bon niveau de capital social, voire à l'augmenter avec le temps, dans la mesure où l'entreprise se développe. Alors, pour faire un détour sur les particularités fiscales et sociales de l'entreprise, sur le plan fiscal, la SCOP est exonérée de la CET, d'accord? Et en fait, le système permet également de réduire de manière assez conséquente l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés, en venant notamment déduire tout ce qui relève de la mise en réserve et de la réserve spéciale de participation. Ça, c'est un mécanisme qui a vocation en fait à plutôt mettre en avant la rétribution du travail versus rétribution du capital, disons, et puis surtout favoriser la mise en réserve pour pérenniser le projet dans le temps. Puis deuxième particularité sur le plan social, je l'ai déjà dit, c'est le statut du dirigeant qui est donc par nature élu par les membres de la coopérative et donc salarié également. Alors, une SCOP, c'est une société commerciale, c'est une organisation humaine, et donc tout ça nous amène aussi à rappeler que l'entreprise se pilote, qu'il est important d'avoir des managers, des leaders bien formés, bien préparés et bien assis sur leurs compétences pour tout simplement diriger l'entreprise. Donc là, on se trouve être dans l'enjeu de la gouvernance de l'entreprise. D'ailleurs, on en donne une définition de la gouvernance, hein, c'est le système par lequel l'entreprise est dirigée et contrôlée. Et donc, ces deux termes de direction et de contrôle sont importants. Alors, direction dans le sens où ça renvoie à des compétences managériales, je viens de l'évoquer. Et le contrôle, c'est tout ce qui relève en fait de la capacité, notamment d'une assemblée générale, à porter un regard critique sur la gestion de l'entreprise. Hein, voilà, donc là, en l'occurrence, c'est de permettre aussi aux salariés associés d'être aussi en capacité de porter un avis sur la bonne gestion de l'entreprise. Et notion de contrôle aussi, de se rappeler que du coup,
comme dans les sociétés commerciales, enfin, disons classiques, on peut avoir l'intervention d'un commissaire aux comptes, etc., etc. Donc, voilà, retenons ensemble, enfin, en tout cas, je vous propose une définition de la gouvernance qui est la suivante, hein. Donc, c'est le système par lequel l'entreprise est dirigée et contrôlée. Et donc, ça renvoie effectivement à cet élément. Alors, on a habituellement un schéma sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, qui a pour vocation à essayer de résumer comment la gouvernance s'opère dans une scope, avec une dimension liée à la direction opérationnelle de l'entreprise, assez classiquement. Et puis aussi, surtout, de se rappeler qu'il y a la dimension, disons, plus politique, puisque les salariés se trouvaient être à un moment donné à prendre la casquette d'associés, notamment en assemblée générale. Et donc, lorsqu'on se retrouve en société anonyme à responsabilité limitée, on est dans une gérance directe, d'accord? Donc, les salariés associés votent, enfin, élisent leur gérant. Et lorsqu'on se trouve être dans une société anonyme, eh bien, on a une représentation, une démocratie représentative via un conseil d'administration. Et donc là, l'Assemblée générale vote les administrateurs avec effectivement un rôle des dirigeants, donc le président, directeur général, qui peut être porté sur une seule tête ou éventuellement un binôme. Dans le modèle de gérance, on se retrouve des fois aussi à accompagner le modèle de cogérance. C'est des choses qui se font de façon assez courante. Alors, la place importante des partenaires, on tient à la rappeler, en fait, lorsqu'on accompagne une transmission d'entreprise saine en scope, on la prend là où elle se trouve dans sa vie d'entreprise, avec en fait tout ce qu'elle a comme atout d'être bien conseillée à un moment donné, que ce soit via des fédérations professionnelles, des réseaux d'appui, des chambres consulaires, du milieu bancaire, et aussi des conseils parmi lesquels on retrouve les experts comptables, les avocats, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment un élément essentiel à entendre dans le processus de transmission de son entreprise en scope. Lorsque on est amené, nous, à intervenir pour accompagner le processus, on le fait toujours, on le fait vraiment toujours avec les conseils qui environnent l'entreprise. Et c'est vraiment un élément aussi de stabilisation dans le sens où, en fait, ces conseils ont vocation à continuer l'entreprise une fois transformée en scope. Et donc ça, on insiste beaucoup là-dessus, de pouvoir faire ce travail de concert avec les conseils de l'entreprise, parce que c'est pour nous aussi un élément clé de la réussite du projet. Alors, pour terminer, alors, encore 5 minutes, et je voudrais quand même aussi qu'on puisse partager des exemples concrets. On pourra revenir tout à l'heure plus en détail sur la manière dont on accompagne le processus de transmission à notre niveau. Ça peut valoir le coup qu'on soit un peu plus dans le détail de ce que l'on fait. Mais je voudrais assez vite venir sur un premier témoignage en vous partageant une vidéo qui, je l'espère, va être entendue de tous et vue de tous, qui dure, je pense, pas plus de 2 minutes. Donc, je vais la lancer pour que vous puissiez entendre en fait ce que nous dit un cédant qui a réalisé sa transmission dans un métier qui est vraiment un métier d'art particulier. Donc, je lance la vidéo et je vous retrouve dans 2 minutes. Je crois que c'est l'écran de Joy qu'on voit, parce que quand on pèse sur la slide en bas à gauche, c'est marqué Joy. Ah. Ça veut dire que j'ai lancé la vidéo, personne n'a... Non, on est toujours sur le... Ah, Joy, du coup, je Je te crois laisse que c'est... peut-être lancer la vidéo, si c'est ton écran qui est... Reprends la main. Relance. Pourquoi les voyez là? C'est bon, elle est lancée. Est-ce que quelqu'un voit la vidéo? Oui, c'est bon, en synchronisant avec le présentateur. Ah. Merci.
À toi, Loïc. Voilà, donc du coup, j'espère que vous m'entendez à nouveau. Je vais juste terminer ma présentation. Attends. Juste terminer ma présentation en vous disant que actuellement, là, pour prendre un exemple très concret d'un projet qu'on accompagne sur les Pays de Loire, donc on va être sur le métier de paysagiste, donc une entreprise qui travaille en B2C avec une forte notoriété depuis 30 ans, implantée depuis 30 ans sur son territoire. 9 salariés à ce jour, 5 futurs associés qui sont partants dans le projet. Pour parler de la valorisation de l'entreprise, c'est un projet qui est estimé à 600, de l'ordre de 600 000 euros, j'arrondis, avec effectivement un apport des salariés réalisé à hauteur de 75 000 euros. Et donc là où je voulais insister, c'est que en fait, lorsqu'on accompagne un projet comme celui-là, comme l'indiquait le cédant qui est intervenu à l'instant dans la vidéo, en fait, le point de départ, ça a été de passer du temps avec le cédant sur ses intentions. Une fois on a été au clair sur ses intentions, en fait, ça a donné lieu donc à un courrier dans lequel, enfin, le passage par l'écrit est toujours important pour justement poser ses intentions et sa volonté. Puis ensuite, très vite, s'enclenche une deuxième étape, celle de l'information des salariés, voire même plus que de l'information, hein, c'est une étape de pédagogie, de formation importante pour bien leur faire comprendre voilà, ce que le cédant a l'intention de faire. Et puis très souvent, et c'est le cas en fait dans le projet qu'on accompagne actuellement, des salariés qui sont prêts donc à relever en fait le challenge de cette transmission, avec un point clé qui est celui de savoir si effectivement le cédant reste ou pas dans le projet au moment de la transformation en scope. Donc ça, c'est un élément important en fait. Et là, en l'occurrence, la personne, enfin le cédant en question va rester de l'ordre de 2-3 ans dans le projet, donc ça sécurise aussi la transformation, avec en toile de fond la préparation d'un futur leader à prendre la suite en tant que dirigeant. Donc je reviens sur le plan financement, donc je l'évoquais, c'est un projet qui est estimé à l'ordre de 600 000 euros. Donc tout l'enjeu est de constituer en fait un plan de financement qui va en face. Donc, je l'indiquais avec des salariés, donc 5 salariés futurs associés qui constituent un premier capital social de départ à hauteur de 75 000 euros. Et ensuite, on mobilise nos outils financiers, sachant que notre mouvement en fait est doté de ses propres outils financiers. Donc là, en l'occurrence, on intervient en titre participatif pour venir en fait consolider des quasi-fonds propres. Et l'ensemble du plan de financement vient être consolidé via de l'endettement bancaire sur une durée de l'ordre de 7 ans pour effectivement pouvoir constituer ce plan de financement. L'objectif pour nous, pour l'ensemble des parties prenantes, donc cédants et repreneurs, c'est aussi de vérifier très vite la faisabilité économique de l'opération sur le plan de sa rentabilité, de telle manière à ce que en fait, les repreneurs, que sont les salariés, ne se retrouvent pas au bout de 2 ans à être en difficulté à pouvoir soutenir ce plan de financement. Donc, c'est des éléments qu'on vérifie ensemble, bien évidemment. Un dernier chiffre pour terminer ma présentation. Lorsqu'on regarde le taux de survie des coopératives à 3 et 5 ans, 3 et 5 ans, en fait, on se trouve être 10 points de plus que ce que nous annoncent les chiffres des entreprises conventionnelles transmises d'une autre manière. Donc, on est aux alentours de 75% de taux de réussite à 3 et 5 ans. Et ce taux-là augmente encore de 10 points lorsqu'on est notamment sur la transmission saine. Donc, tout ça pour vous dire, en concluant mes propos, c'est un modèle en fait qui est vraiment aujourd'hui une belle solution avec vraiment une capacité, pour ce qui nous concerne, à accompagner de A à Z, disons, le processus de transmission, et plus que de l'accompagner dans la phase de transmission, la vocation, c'est que la coopérative devienne aussi adhérente de notre réseau
avec tout ce que ça emporte comme type d'accompagnement post-création tout au long de la vie de la coopérative. Donc voilà, j'en terminerai là par ma présentation. Alors, je l'ai débordé de quelques minutes, hein, j'en suis conscient. Et je redonne la main peut-être à Jean-Joseph. Jean-Joseph sur Merci l'échange. beaucoup, Loïc. Alors, c'était très dense. Rassurez-vous, on va vous envoyer le support parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées. C'est très riche. Merci pour ta présentation. Peut-être le temps que certains puissent écrire leurs premières remarques, leurs premières observations, leurs premières questions. Là, on est parti d'un point de départ, entre guillemets, où on a un cédant qui a identifié cette transmission-là et on a des salariés potentiels qui sont partis pour reprendre. Et ensuite, il y a le dialogue, il y a l'échange et vous êtes là pour construire le projet avec eux. Si on avait eu que le dirigeant qui avait cette vision-là pour son entreprise, pour plein de raisons différentes, parce qu'il voudrait transmettre à ses salariés, etc., pérenniser un outil sans forcément le vendre, accompagner la croissance et le développement aussi de ses collaborateurs, comment il procéderait s'il n'y a pas encore de salariés déclarés, intéressés, etc. En fait, la première chose que l'on fait dans ces circonstances, Jean-Joseph, tu as raison de le rappeler, et, ça arrive de temps en temps, c'est d'arriver à lever avec le cédant tous les freins, des fois d'ordre psychologique, il faut bien se le dire, qu'il peut lui-même se mettre. À vrai dire, je vais prendre un exemple concret. On a réalisé d'ailleurs avec le soutien, enfin en partenariat avec la CPME, en l'occurrence, là, on était sur le 44, récemment une visite d'entreprise qui s'est récemment transformée, qui est l'entreprise You. Et j'ai échangé avec un potentiel cédant d'une entreprise, je ne vais pas citer le nom, hein, bien évidemment, mais la première chose qu'il me dit, c'est mais je vois pas bien, enfin, j'ai des doutes sur la capacité de mes salariés à rentrer dans le projet. Enfin, je les connais bien parce que je travaille avec eux depuis de nombreuses années. Par contre, j'ai vraiment des doutes dans la façon dont ils pourraient accueillir ça. Voilà, donc, en fait, on voit bien que et c'est bien normal, hein, un cédant peut nourrir en fait des préoccupations et des freins, des points de blocage qu'on va consister à essayer de lever ensemble. D'accord? Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'on fait un travail vraiment resserré avec lui ou avec elle ou avec eux, hein, parce qu'on peut aussi se retrouver avec voilà, un couple de cédants, etc., pour essayer d'identifier quels sont ces freins et puis d'essayer l'un après l'autre de les lever. Et puis, une fois qu'on les a levés, en fait, c'est de dire, bien, on est prêt à pouvoir communiquer en direction des salariés, en essayant vraiment de mesurer les impacts potentiels, si toutefois le projet ne va pas au bout, hein, parce que c'est une hypothèse, sans obérer en fait les autres options. Et donc ça s'accompagne aussi parce que en fait, lorsque on commence à ouvrir le sujet en direction des salariés, eh bien, il y a une série, grosso modo, d'une dizaine de questions qui viennent d'emblée, en fait, de la part des salariés. Et en fait, notre boulot, c'est aussi d'accompagner ça, voilà, un certain nombre voilà, disons de cadrage de ces premières réunions. Merci. Alors, on a peut-être un a priori, mais est-ce que c'est majoritairement des cadres qui reprennent ou pas du tout? Pas que. Pas que. Dans l'exemple de cette entreprise de paysagistes que j'ai cité là sur les Pays de Loire qu'on accompagne actuellement, donc 9 salariés, et parmi les 5 salariés associés qui montent dans le projet, on a des ouvriers, des techniciens et des cadres en fait. Donc en fait non, c'est ouvert à toute catégorie socio-professionnelle. Cependant, dans l'approche des leaders qu'on repère pour mener ensuite la boutique sur le plan de la gouvernance, bien souvent, on va chercher en fait naturellement des personnes qui, à un instant T, se retrouveraient en proximité des dirigeants, enfin cédants, soit en tant que manager de proximité, cadre de premier niveau, enfin, etc. Donc, voilà, j'apporte quand même une nuance lorsqu'on a affaire aux leaders et aux futurs dirigeants, quoi. On peut avoir plusieurs leaders dans l'entreprise? Oui, alors ça va beaucoup dépendre aussi de la taille et du périmètre de l'entreprise. Plus on augmente disons, En effectivement dimension? en taille, en dimension, plus on a tendance à avoir de la cogérance ou
Voilà, ou alors se retrouver être dans une transformation en société anonyme avec la constitution d'un conseil d'administration, d'un comité de direction par ailleurs. Et donc, du coup, le dirigeant ou les dirigeants se trouvent aussi entourés voilà, de responsables de secteur ou de pôle. C'est très lié aussi à la taille de l'entreprise et son domaine d'activité. Identifier les sociétés qui peuvent, enfin, ou des activités qui peuvent pas être. Alors, j'ai une question sur ma gauche. Je vais essayer de te la traduire. Est-ce qu'il y a des activités qui ne se prêteraient pas à ce montage-là? Alors, aujourd'hui, les secteurs eh bien, en fait, qui relèvent. Bon, on a fait du chemin, par exemple, avec les architectes, une D'accord. profession par nature, et puis avec un ordre en fait derrière. Donc, pour répondre en fait précisément à la question, les secteurs sur lesquels aujourd'hui on rencontre peu enfin, voire même pas du tout sont voilà, les secteurs avec un ordre qui verrouille un peu les choses. Voilà. Somme toute, encore une fois, on arrive à faire du chemin avec ça. Donc, j'ai cité celui des archives, D'accord. par exemple. Voilà, on a aussi eu quelques tentatives en direction du secteur des avocats, par exemple. Mais hormis ces secteurs-là, aujourd'hui, on est présent sur tout le secteur d'activité. D'accord. Tu as plusieurs fois cité le mot de leader. On en revient alors là plutôt à un discours de CPME avec la capacité que les dirigeants doivent avoir dans nos entreprises dites classiques à piloter la stratégie, à fédérer et à piloter. Ce schéma-là, de toute façon, il est incontournable aussi dans un modèle scope. On est obligé, enfin, il faut que la personne qui soit sélectionnée, le profil, puisse être dans cette dimension entrepreneuriale classique, en fait. Complètement. Et c'est aussi des choses qu'on vérifie au moment de la transmission, en fait. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté les futurs leaders ou dirigeants dans une incapacité à être de bons managers, en fait. Bon manager, ça veut dire aussi avoir été formé, etc. Donc, c'est des choses qu'on vérifie aussi très rapidement dans les conditions de réussite. On a vu aussi des situations, en fait, où le cédant ou les cédants acceptaient de rester 2-3 ans, d'accord, dans le projet, pour assurer une sorte de transition douce, en fait. Ça a été le cas, je prends l'exemple du côté du 44, l'entreprise Delta Mécanique. Voilà, les dirigeants, les cédants sont restés un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, l'entreprise et ses coopérateurs volent de leurs propres ailes. Et ça a été plutôt une chose qui est de nature à sécuriser le parcours des futurs leaders derrière. Parce que c'est vrai que nous, on accompagne plutôt des cédants qui font de gré, enfin, sur des modèles classiques, on essaie de recommander aux cédants de ne pas rester forcément trop longtemps, plutôt sur une notion de 2-3 mois, de manière à ce que le dirigeant suivant qui reprend puisse, entre guillemets, dérouler aussi sa vision, son projet et son management. Ce temps-là, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu différent. Parce que on est plus, nous, on va dire, il faut quasiment que le dirigeant il sorte assez vite, parce qu'en fait, on pilote pas son bébé, enfin, chacun a sa façon de faire, ce qui est moins le cas, semble-t-il, ici, où voilà, enfin, ça se planifie dans le temps. Oui, mais ce point-là est essentiel aussi parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve ce qu'on appelle l'ambivalence du cédant, qui est Oui, de se c'est dire en ça, fait mon intention c'est de céder, et puis en fait dans les faits, je suis je suis toujours toujours aux là, manettes en fait. c'est ça, Et donc, c'est ça. mais ça revient sur le fait de se dire que le cédant doit être très 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 au clair sur ses intentions et que ses intentions se traduisent dans les faits. Parce qu'il n'y a rien de pire effectivement d'annoncer son départ à horizon de 2 ans et dans les faits de ne rien faire pour. Mais ça aussi, c'est de la psychologie humaine, hein. Et puis on peut bien comprendre que quand on a été à la tête d'une entreprise qu'on a montée soi-même, Oui. et il faut pouvoir s'en détacher. C'est pas simple, hein. Il y a un très Sincèrement, gros c'est affect. franchement pas simple, mais ça s'accompagne, ouais, effectivement. Ouais. C'est ça, très gros affect. Et on revient sur notre premier conseil, celui qu'on a depuis le départ dans le cadre de cette action-là. Pour tout entrepreneur, une session, c'est anticiper, se projeter. Oui. Merci Loïc. Est-ce que tu veux poser ta question directement ou pas? J'avais une question, moi, j'ai pas compris sur la slide 11. Alors, Ouais. on va revenir sur la slide 11 si tu veux bien, qui était la répartition du résultat. Parce qu'à un moment donné, J'ai pas compris. pardon, la part travail, c'est Quoi? La part travail, la la reconnaissance du travail salarié, participation. Ouais, Ah, et donc ça, d'accord, ok. c'est de la participation qui
qui est destiné en fait à rémunérer la part travail de l'entreprise. Donc c'est à destination de l'ensemble Collaborateur. des salariés travailleurs, enfin voilà, qui travaillent, qui ont un contrat de travail. Et donc ça renvoie en fait à un accord de participation classique. D'accord, ok. Ça marche. D'accord. Et du coup, c'est uniquement, c'est à destination de tout le monde, ceux qui sont rentrés comme Oui. associés ou pas. C'est ça. Tout à fait. Il y C'est a la question. uniquement la part de dividende qui est liée vraiment, ça par Des contre, associés. Tout à fait. Qui représente un minimum de 25% du personnel. Oui, ouais, effectivement, hein, vous l'avez bien noté, on parle de mini pour la mise en réserve et la part travail, et on parle de maxi pour les dividendes, hein. Oui. Oui, oui. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, éventuellement, vous levez la main. Vous pouvez remettre votre caméra et ça sera peut-être plus simple. Alors ça, c'est les partenaires que vous avez, Loïc. C'est là où on voit la dimension extra-régionale que vous pouvez avoir en couvrant les 3 régions, on va dire, du Grand Ouest sur un axe assez simple. Tu parlais de 25 collaborateurs, ça veut dire que tu as aussi des personnes référentes sur nos départements. Ce qu'on te propose éventuellement, c'est parce qu'on pourra le mettre dans le support, ou en tout cas dans les éléments qu'on va renvoyer à tout le monde. Si tu as un contact dédié sur nos territoires, n'hésite pas. Et puis, Aude, écoute, c'est à toi. Non, j'avais une petite question. Vous avez évoqué, alors c'était la slide 9, que le taux de sociétariat était de 85% à 2 ans. Les 15% restants, ils sont représentés par qui, par quoi Eh bien, par des salariés qui, à un moment donné, décident de ne pas devenir sociétaires, étant entendu qu'en fait, et ça c'est une précision importante à apporter, on a 2 types de sociétariat, le sociétariat obligatoire et le sociétariat volontaire. Dans le cadre du sociétariat obligatoire, vous rentrez salarié d'une coopérative, d'une SCOP, vous avez par exemple obligation de présenter votre candidature au sociétariat au bout de 2 ans d'ancienneté. D'accord? Si vous ne présentez pas votre candidature au bout de ce délai-là, vous êtes réputé démissionnaire de votre contrat de travail. Et donc, en fait, dans ce cas de figure, on vient imposer une clause spécifique dans le contrat de travail qui lie en fait cette obligation de présenter sa candidature et le fait que si on ne le fait pas, on est réputé être démissionnaire de son contrat de travail. Et la deuxième modalité, c'est la modalité volontaire, où là, en fait, il n'y a pas d'obligation par nature. Et donc, en fait, ce qui fait que eh bien, les salariés associés sont bien libres de rentrer dans le projet quand ils le souhaitent, en fait. D'accord? Alors, dans les faits, on a aujourd'hui bien plus de sociétés coopératives de SCOP qui ont rendu le sociétariat obligatoire. D'accord? Souvent sur un délai de 2 ans d'ancienneté. Et en fait, là où ça devient extrêmement intéressant, lorsqu'on part sur ce modèle-là, c'est de savoir d'emblée comment on positionne l'accès au sociétariat comme étant une vraie plus-value ou valeur ajoutée dans le monde du salariat classique, en fait. C'est-à-dire que dès l'embauche, il faut poser ça comme étant en fait une obligation, forcément. Et puis, durant les 2 ans qui s'écoulent entre le premier jour du contrat de travail et cette limite pour présenter sa candidature, la question est renvoyée à la SCOP de savoir comment elle donne envie aux nouveaux salariés de rentrer, d'être embarqués dans le projet, en fait. D'accord. L'objectif, c'est d'élargir le cercle. Et est-ce que ça veut dire qu'intrinsèquement, en ricochet, on a un turnover qui est moins important dans les scopes? Alors, on n'a pas récemment fait de stats là-dessus. J'aurais tendance à dire oui, mais Oui. je le Oui, fais non. sans étayer mon propos de stats. Donc, Ouais. ouais. Par contre, ce qu'on peut quand même ajouter par rapport à cette notion-là, on note une notion d'engagement et d'application différente de la part des salariés, notamment lorsqu'ils deviennent associés de leur propre structure. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'ils se retrouvent être associés de leur propre structure, ils se retrouvent par exemple être convoqués chaque année en assemblée générale et donc à exercer un droit de vote et donc de devoir le faire en toute conscience et donc de savoir comment fonctionne leur entreprise, ce qui est aussi de comprendre ce qu'est un bilan, un compte de résultats, de comprendre les enjeux stratégiques de son entreprise. Et donc là, en fait, on en vient à
à accompagner un salarié sur sa capacité à prendre de la hauteur sur ce qu'est son entreprise, puisqu'il en est en partie propriétaire, et de telle manière à ce qu'il en soit en fait co-entrepreneur quelque part. Étant entendu, on est d'accord aussi, ça c'est souvent les objections qu'on nous renvoie. C'est pas l'idée d'être tous patrons, hein, on est d'accord. Hein. L'idée, c'est aussi de faire fonctionner la démocratie d'entreprise et la gouvernance avec des fondements propres au fonctionnement d'une entreprise, comme on le disait tout à l'heure, avec une organisation, des délégations, des responsabilisations d'ordre civil, pénal pour ce qui relève du dirigeant, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser à Loïc? J'ai beaucoup de notes sur ma gauche. Ouais. Est-ce que tu veux parler de ton cas spécifique ou pas? Bah, Allez, brièvement, mais je cède la parole. T'en prie. bonjour, Christophe Guyon. Moi, je suis dans un métier particulier puisque je suis dans le travail temporaire et le recrutement. Donc, en termes de salariés, je dirais des permanents qui sont en CDI de mes structures, il y en a 13. Mais si je prends tous les intérimaires qui sont les salariés de mes entreprises, on arrive sur l'année à une DADS autour de 1000 personnes. Donc, du coup, et avec en plus des situations de gens qui rentrent pour une journée, pour une semaine. Donc, en fait, en équivalent temps plein, je suis plus autour de 330. Mais je ne suis pas sûr que la SCOP puisse se mettre en place dans ma situation. Mais je pense qu'on pourra en échanger et creuser un peu ensemble après, parce qu'il faut poser tous les la situation, parce que j'ai plusieurs sociétés, donc après peut-être que voilà. J'avais une question, c'est est-ce qu'on peut vendre autant les parts sociales que les fonds de commerce? Oui. D'accord. Ouais. Ok. Parce que là, on est d'accord, toi, tu es plutôt parti. Ça, c'est un modèle de transmission qui pourrait t'intéresser, mais tu n'as pas forcément encore En fait, candidature. non, mais moi, je suis assez abouti. Encore, Non, je suis assez abouti là-dessus parce que j'ai déjà vendu une de mes structures à une personne lambda de façon classique. Donc, j'ai déjà eu un cheminement de vente d'entreprise qui a été réalisé il y a 1 an et demi et ça se passe bien. Voilà. Là, aujourd'hui, moi, la particularité, c'est que je suis en franchise. Donc aujourd'hui, j'ai des contrats de franchise qui me bloquent encore 3 ans, mais je prépare la sortie en me disant, dans 3 ans, j'ai 2 solutions, soit je re-signe pour 7 ans, soit mes salariés re-signent. Sous quelle forme? J'en ai certains qui vont se positionner. Et en fait, comme je suis très transparent et que avec comment dire, 13 personnes permanentes, je suis obligé d'être très transparent et j'ai des personnes qui sont très autonomes. Aujourd'hui, on peut imaginer que, et d'ailleurs, ils attendent cette discussion parce que ça fait 6 mois que je leur dis qu'on va en discuter parce que ça m'intéresse et eux aussi, d'une possibilité de transmettre aux salariés. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait ce webinaire, parce que je voulais savoir si le modèle de la SCOP pouvait convenir à mon métier. Et c'est une bonne question, je pense. tes multiples structures. Complètement. Et en fait, sachez qu'on a d'ores et déjà en fait, des adhérents sur une entreprise de travail temporaire. Hein. D'accord, donc c'est déjà arrivé. OK. Oui, on a déjà parmi nos adhérents et d'ailleurs aussi des entreprises de travail temporaire à destination de personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. D'insertion, non? Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, Avec, vous savez, l'intérim d'insertion. Voilà, donc on a, ouais, tout à fait. Si, ça, il n'y a pas de, voilà. Et après, ce qu'il faudra aller regarder plus précisément, c'est ces enjeux autour de la franchise. Oui, voilà. Après, oui, ça, c'est des discussions que je vais avoir avec les équipes et puis on verra après. Mais si on décide d'aller vers la SCOP, ce sera hors franchise. Ce ne sera pas possible, ce sera refusé. Ouais. C'est clair. Oui, il faut qu'eux prennent leurs responsabilités. Voilà, parce qu'on est sur des contrats intitulés personnalisés, donc ça ne marchera pas.
mais il me semble que vous avez, enfin, alors, c'est vrai qu'on a un webinaire collectif, l'idée, c'est pas forcément d'en faire Non, bien mais sûr. je vais t'envoyer les coordonnées de Mais il me monsieur, semble- t'inquiète pas. Monsieur Guillon, il me semble que vous avez Ouais. déjà pris contact avec un de nos membres d'équipe, non? Et on s'est déjà eu en ligne, ouais. Oui, c'est ça. Et On s'est déjà croisés, je crois. Parce que je suis quand même adhérent CPME depuis 10 ans. puis on a déjà fait ce genre Ouais. d'intervention. Alors Ouais. peut-être pas aussi fine que ça. Alors, ce qu'on vous propose, parce que là, oui, on pourrait rester longtemps sur Non, ce mais- sujet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vous aussi quelques questions là comme ça que vous voudriez poser un petit peu en direct à Loïc? On est dans un petit comité entre guillemets. Sinon, il est 11h30. On a tenu notre timing. Si, une dernière question. Ouais. Non, mais je l'avais noté. Peut-on refuser à un salarié d'intégrer la SCOP? Ah, bonne question. Alors, lorsque vous êtes dans un modèle de sociétariat obligatoire, la Ouais. seule obligation qu'il ait, c'est de présenter sa candidature. Ensuite, c'est l'Assemblée générale qui statue, hein. D'accord. Donc on peut, globalement, ils peuvent décider de refuser et du coup, par contre, son contrat de travail s'arrête, quoi. Non, alors, en fait, si on est dans un système obligatoire, d'accord? Ouais. Qu'un salarié a obligation de présenter sa candidature au bout de 2 ans, donc il le Ouais. fait, donc il Ouais. présente à l'Assemblée générale, Il est pas élu. il n'est pas, disons, il n'a aucune emprise sur le fait d'être élu ou pas associé. Et donc, D'accord. s'il ne l'est pas, par exemple, pour autant, il a respecté son devoir de présenter sa candidature. Donc, son contrat de travail ne tombe pas pour autant, en fait. D'accord, ok. Ça Oui. marche. On lui Donc, donnera c'est bien pas l'Assemblée plus générale de qui est souveraine responsabilité dans la boîte. Ok. Ok, ça marche. Super. Merci beaucoup. C'est bon? Une dernière question? Tu relis tes notes? Voilà, ça vous aura laissé à tous le temps éventuellement de redéfinir si vous aviez des petits sujets qui nécessitaient un éclaircissement. On va remercier Loïc parce que c'était très riche. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Si vous avez besoin d'aller plus loin en focus avec sa structure, on va vous transmettre les coordonnées des personnes référentes sur nos territoires. Je voulais vous remercier les uns et les autres d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on aura répondu à vos interrogations et qu'on aura donné soit envie à des salariés de se projeter, soit d'avoir donné quelques lignes directrices pour des cédants qui voudraient un petit peu plus associer leurs collaborateurs dans cette vie d'entreprise et cette pérennité de leur structure. Merci beaucoup. Et puis un petit dédicace à Joy, là, qui est juste sur ma droite, qui a permis la réalisation de ce webinaire, qu'on ne voit pas trop, qui ne viendra pas se montrer, mais merci beaucoup. C'était très bien fait. Et puis, s'il n'y a plus de questions, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vous propose d'en arrêter là et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Ciao tout le monde. Au revoir. Salut Aude.